el hondo mar callaba sus dolores, las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Quelquefois des malentendus à l'intérieur de ce mouvement sur le fait de pratiquer ou non l'agriculture biologique, avec certaines arrière-pensées sur le fait que les pays à caractère socialiste comme Cuba ne seraient pas comment dire, spontanément dirigés dans le sens de l'application d'une agroécologie réelle. Or, il se trouve que, disons, l'agroécologie, je vais essayer de définir ce terme plus précisément parce qu'on connaît mieux le terme d'agriculture biologique. Mais vous allez voir que quand on parle de la France ou même de la Tunisie, quand on parle d'agriculture biologique, c'est un peu une contradiction dans le sens où on peut faire un peu ce qu'on veut avec ce terme. Alors qu'à Cuba, je pense, et eux d'ailleurs préfèrent utiliser le terme d'agroécologie. Vous allez comprendre pourquoi, mais ça suppose un certain nombre de principes qui ne sont pas toujours respectés quand on mange, quand on consomme des produits bio ici ou chez moi en France. Alors, je vais essayer d'illustrer, c'est pas mon but de lire un diaporama, mais je vais quand même essayer d'illustrer pour vous faire comprendre la différence qui peut exister entre le terme agriculture biologique au sens restreint et ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est notamment, c'est pas le seul pays à l'appliquer, mais en tout cas c'est le seul pays, Cuba, à appliquer l'agroécologie à l'échelle d'un territoire tout entier, d'un pays tout entier. Et c'est quand même quelque chose qui est assez important de préciser et de montrer à quel point finalement nous avons des succès cubains à l'échelle d'une population tout entière, ce qui mérite d'intéresser tous ceux qui sont soucieux de protéger l'environnement et de continuer à produire de façon saine à l'ensemble de la population. Quand on parle du bio en Europe et en particulier en France, c'est pour ça que j'ai mis cette image, il y a toute une série de législations qui permettent au label bio en France d'être en fait de l'agriculture, vous connaissez peut-être, hors sol. C'est-à-dire en fait une forme de bio low cost qu'on va trouver dans les supermarchés, avec vraiment, c'est un business à part entière, hein, où on pratique, disons, ce qu'on appelle au sens restreint, l'absence de pesticides et l'absence d'engrais chimiques. Si on résume l'agriculture biologique à ça, effectivement c'est assez facile d'imaginer que produire sans pesticides, donc en essayant d'éviter les ravageurs autrement, les maladies autrement qu'en appliquant des produits chimiques, et en gérant, disons, les engrais d'une autre manière que ce qu'on fait dans l'agriculture conventionnelle, je dirais l'agriculture intensive, l'agriculture hors sol est extrêmement coûteuse en énergie. Hein, on imagine bien que cultiver hors sol, c'est-à-dire qu'on ne se soucie plus du problème de la restauration de la fertilité des sols, on fait carrément une production sans le sol, en donnant une solution de sels minéraux scientifiquement élaborés et en évitant les ravageurs, en faisant pousser tout ça dans des serres qui ressemblent un peu à des cliniques en fait. Donc vous imaginez le coût que ça peut représenter de faire une culture à grande échelle sur ce principe qui n'est absolument pas celui de ce qu'on appelle l'agroécologie. Par ailleurs, en France, et je pense que ça existe aussi en Tunisie, vous avez une agriculture bio qui est réelle, qui se base sur la permaculture, sur les principes du respect de l'environnement, de la restauration. Vous connaissez ce terme de permaculture, hein, c'est-à-dire qu'on produit vraiment dans le sol et on essaye de passer à des principes de polyculture. Au lieu d'arrêter avec la monoculture, on essaye de faire en sorte que les végétaux qu'on fait pousser s'entraident pour éviter au maximum les maladies qui pourraient arriver, les ravageurs, etc. Mais ce bio réel est bien plus restreint que le marché du bio low cost qu'on trouve dans les supermarchés, et il s'adresse, vous l'imaginez bien, à certaines bourses. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne nourrit absolument pas la population française avec ce bio-là. C'est réservé à la bourgeoisie, la petite bourgeoisie française en réalité. Alors c'est très bien, hein, ça nous permet d'innover, d'appliquer ces principes à l'échelle des sols français, dans le climat français, mais ça ne répond pas au problème de nourrir l'ensemble de la population qu'on continue à nourrir avec l'agriculture intensive. Donc il y a une contradiction ici dans ce qu'on appelle l'agriculture biologique
dans les pays occidentaux de type capitaliste, on va dire, c'est-à-dire qui sont basés sur la recherche du profit immédiat et maximal, et qui donc se retrouvent confrontés à, disons, d'une part, la faillite, d'une certaine façon, du système de l'agriculture intensive, puisque les sols maintenant ne produisent plus suffisamment. Il y a eu une période comme ça dans les années 70-80 où on avait beaucoup de succès dans la productivité agricole, mais on se rend compte que les sols sont tellement usés aujourd'hui que même cette productivité ne parvient plus à augmenter. Donc, y compris les organismes qui ont toujours pratiqué, les agronomes qui sont de l'ancienne génération et qui ont toujours pratiqué les principes de l'agrochimie, se trouvent confrontés au problème de revenir à une agronomie plus saine, plus favorable à l'environnement, mais ne peuvent pas résoudre la contradiction de nourrir tout le monde avec ce type de produit. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée de cette contradiction entre ce qu'on pourrait appeler de façon hypocrite dans les lois européennes quand on parle de bio. On a accepté l'agriculture hors sol parce que certains pays n'ont pas le climat qui permettrait, etc. On a légiféré et puis maintenant on se retrouve avec, moi, pas loin de chez moi dans mon supermarché, on trouve des tomates qui sont bio, donc qui ne sont pas aussi chères que les vraies tomates bio, mais qui viennent d'Espagne. Donc ils sont produites hors sol et en Espagne. Vous imaginez le surcoût, y compris en termes de consommation de carburant. C'est vraiment un non-sens quand on parle d'écologie et de soucis de l'environnement. Alors, qu'en est-il à Cuba? À Cuba, le contexte est tout autre. Et je vais essayer de présenter cette intervention sous trois grands axes, pour essayer de faire comprendre certaines choses par rapport aux arrière-pensées, aux idées préconçues qu'on pourrait avoir sur l'obligation qu'a eu Cuba à un certain moment de passer à ce type d'agriculture, alors que depuis, disons, les années 60 jusqu'aux années 80, Cuba était confronté au même problème, c'est-à-dire qu'ils appliquaient aussi l'agriculture intensive, comme c'est encore le cas ici. Et ils ont été confrontés, vous savez, à, d'une part, le blocus, mais le seul partenaire qu'ils avaient, qui était le partenaire soviétique, s'est écroulé en 1990 et ils ont été confrontés à l'obligation de changer de modèle assez rapidement parce que le modèle soviétique qui lui-même était fondé sur les principes de l'agriculture intensive n'existant plus, ils ne pouvaient plus acheter de pesticides, ils n'avaient plus la technique qui permettait de passer à autre chose, donc ils ont dû changer assez rapidement lors de cette période qu'on a appelée la période spéciale en temps de paix. Période spéciale en temps de paix, c'est comme si on était presque en guerre d'un point de vue alimentation de la population, mais voilà, c'était pas la guerre concrètement, mais pour la population, c'était des problèmes assez complexes à résoudre et rapidement. Je vais vous montrer ça, les trois axes, sans entrer trop dans les détails, parce que je sais qu'il y a une vidéo après qui donnera quelques détails sur ce qu'on fait concrètement et peut-être en termes de chiffres. Un point sur l'histoire de Cuba et sur justement la dimension, qu'est-ce qu'ils ont fait de 1959, date de la révolution cubaine, jusqu'en 1990. Vous allez voir que la protection de l'environnement n'était pas non plus quelque chose qui était totalement nié par Cuba. Il y a quand même un background sur cette histoire. Il faut quand même préciser les choses pour ne pas avoir à l'esprit que finalement Cuba applique ce modèle aujourd'hui parce qu'il y serait obligé. C'est un peu vrai, mais il y a aussi des éléments qui permettent de comprendre pourquoi ils y sont arrivés. Et ces éléments ont forcément une connotation, une dimension politique, économique et même juridique, je dirais. Donc deux autres axes sur lesquels je ne vais pas trop insister non plus, mais vous reviendrez peut-être sur les questions là-dessus, qui permettent de comprendre pourquoi un État de type socialiste comme Cuba a des avantages pour changer de modèle agricole. Il y a alors c'est des mots un peu marxistes, mais quand on parle de superstructure et d'infrastructure, il ne faut rien oublier là-dedans, c'est une interaction où la superstructure c'est l'État, c'est-à-dire quelles sont les possibilités de l'État pour changer de modèle rapidement, je vais essayer de rappeler ça, et l'infrastructure c'est du bon sens en réalité, c'est le fait de dire que sans la paysannerie elle-même, on n'arrive à aucun résultat. Et il ne suffit pas de légiférer ou de dire d'en haut des laboratoires ou des grands bureaux de l'État qu'il faut passer à l'agriculture biologique. Encore faut-il convaincre les paysans de le faire, ou même mieux, de trouver dans la paysannerie cubaine les ressources et l'innovation possible pour appliquer réellement ces principes et l'adapter réellement aux particularités du sol et du climat cubain. Parce que l'agroécologie,
n'est pas un modèle mondial qu'on pourrait appliquer dans tous les pays. C'est de la réflexion, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui constitue non pas un pas en arrière par rapport à l'agriculture intensive, c'est pas du tout un retour au Moyen-Âge, c'est un pas en avant dans la complexité, le savoir scientifique et des choses qui sont en réalité souvent assez niées par l'agrochimie, qui ne prend pas en compte toutes les dimensions du sol, par exemple. On nie complètement l'idée qu'il y a une vie dans le sol qui est à la base de la fertilité et qu'on a totalement, génocidé, pour employer un terme fort, avec les produits chimiques, quoi. Alors l'aspect historique d'abord, je vais vous donner quelques éléments basés sur des résultats qui sont attestés non pas par les bureaux et les officines cubaines elles-mêmes, mais par des organismes internationaux qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance avec le régime. Je vais surtout parler des Nations Unies, l'ONU, qui, à l'occasion de plusieurs rapports, a montré qu'effectivement Cuba était bien le leader en matière d'agroécologie. Mais ce n'est pas que l'ONU, hein. Vous avez une ONG qui s'appelle la WWF, que vous connaissez peut-être, qui fait un rapport annuel dans lequel il parle des problèmes écologiques dans le monde, et qui atteste en 2006, mais c'est encore le cas aujourd'hui, du fait que le pays Cuba est le seul pays à avoir atteint ce qu'ils appellent le développement durable. Alors il faut bien comprendre ce que c'est, parce que le mot, on l'utilise vraiment maintenant tout le temps, mais le développement durable, c'est très simple en réalité. C'est la résolution de la contradiction dont je parlais tout à l'heure, à savoir nourrir tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût social à l'application d'une politique écologique, et en même temps respecter l'environnement pour les générations actuelles et les générations futures. Vous voyez ici un beau graphique où on voit que Cuba se retrouve un peu isolé, mais dans le côté droit et en haut, c'est-à-dire qu'il est du côté des pays, disons, riches, hein, des pays occidentaux, dont on parle de l'indice de développement humain, IDH, c'est-à-dire, en gros, hein, si vous précisez les choses, l'IDH, c'est une série de chiffres qui vous donne une idée statistique, évidemment, de la mortalité infantile, de la lutte contre l'analphabétisme. Vous savez que Cuba est connu aussi pour son système scolaire performant, pour, donc, disons, la capacité à alimenter l'ensemble de la population, l'espérance de vie. Et vous voyez qu'à ce titre-là, l'indice de développement humain est tout à fait concurrentiel avec les pays les plus riches en réalité. Et en même temps, d'avoir, disons, l'empreinte écologique la plus basse, c'est-à-dire, enfin l'une des plus basses. Il y a des pays qui ont une faible empreinte écologique, mais précisément parce qu'ils ne sont pas industrialisés. Donc ils ne pèsent pas beaucoup sur l'environnement, dans le sens où, même y compris l'agriculture, n'est pas très développée. Il y a certains pays dans ce cas-là. Vous voyez que Cuba résout la contradiction en étant à la fois dans les deux camps. Et c'est, je pense, ce qui me paraît important et intéressant de rappeler dans la question cubaine. Alors, d'autres dates qui peuvent être importantes pour montrer à quel point les succès sont méconnus ici. Nous avons, en matière de pesticides, en même temps, j'en profite pour vous montrer quelques images que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, où on parle de l'agriculture urbaine et périurbaine, mais en tout cas de l'agriculture bio qui est pratiquée à l'échelle de petits collectifs de travailleurs du sol, y compris dans les villes. On vous dit en 2006 que la législation sur les pesticides s'est étendue à l'ensemble du territoire. Vous savez, depuis 1990, cette interdiction s'est faite assez progressivement en réalité. On ne peut pas arrêter complètement la monoculture de la canne à sucre et ne plus rien et passer à l'agriculture biologique. Ça veut dire que la récolte serait quasi nulle. Ça n'est pas une décision politique d'en haut, c'est quelque chose qui se fait. Mais finalement, en 2006, c'est quand même assez rapide par rapport à toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans les pays comme la Tunisie ou la France, à appliquer, à élargir vraiment son modèle agroécologique. Interdiction, ça veut dire qu'on est passé de 35 000 tonnes de pesticides consommés annuellement en 1989, donc avant l'effondrement de l'Union soviétique, c'était un modèle complètement intensif, à aujourd'hui 1000 tonnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas à zéro, mais on considère que dans les champs où on pratique l'agriculture biologique, les pesticides sont considérés comme le dernier recours, c'est-à-dire une fois que toutes les autres stratégies se sont avérées inefficaces, alors s'il y a vraiment des ravageurs, on est obligé d'utiliser la méthode brutale, quoi, on va dire.
Mais c'est quand même un relatif succès. Je ne connais pas d'autres pays qui soient arrivés à un taux aussi bas de consommation de pesticides à l'échelle nationale. On a également, alors là, parler des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'appelle le PNU, déclare en 2008 que Cuba est un exemple à suivre en matière d'agriculture urbaine et périurbaine. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on met souvent en avant dans l'agriculture cubaine, même si ça ne se résume pas à ça. Évidemment qu'il y a une campagne à Cuba et on pratique aussi l'agriculture bio dans les campagnes, mais l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est presque une innovation. C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à, comme dans beaucoup de pays, à un exode rural qui fait que à Cuba comme ailleurs, on a 75% de la population cubaine qui est citadine, et donc un problème dans le sens où la population paysanne est relativement numériquement faible pour nourrir toutes ces villes. Et Cuba semble avoir résolu cette contradiction en remettant, enfin disons, en stimulant la volonté de certains travailleurs de revenir à un travail du sol, y compris donc dans les quartiers ou en périphérie des villes. Ce qui suppose que, disons, ces travailleurs qui sont des citadins ont un certain niveau scolaire et sont capables eux-mêmes d'ailleurs d'assimiler les techniques de l'agroécologie avec une mentalité plus ouverte, disons, qu'une paysannerie de pays semi-féodal. Le pays semi-féodal, Cuba en était un, il est encore jusqu'à un certain point. Mais c'est là aussi une innovation très intéressante sur laquelle on pourra revenir. Autre aspect de l'agroécologie cubaine, et là aussi il faut peut-être insister sur ce point parce qu'il est moins connu, mais en dehors des villes, on s'est mis à pratiquer ce qu'on appelle l'agroforesterie. Alors, dans l'Organisation pour l'agriculture et la nourriture, la FAO, qui est un organisme de l'ONU, on pointe aussi le fait que Cuba est l'un des seuls pays à réaugmenter, disons, la population forestière. Et c'est une population, vous savez qu'à l'échelle mondiale, c'est plutôt un climat de déforestation. À Cuba, on a, disent-ils, presque doublé la surface plantée d'arbres depuis les années 60. On est passé de 14% à 26% en 2010. Là-dedans, il y a une reforestation qui consiste à se repencher sur l'environnement, y compris non agricole, mais il y a aussi une dimension de développement de l'agroforesterie. Or, vous savez que finalement, quand on s'adresse aux permaculteurs, ils savent que l'arbre est en réalité l'élément le plus important pour restaurer la fertilité des sols, dans le sens où c'est l'arbre qui donne la matière organique, c'est l'arbre qui donne le bois, et tout ce qui va permettre au sol de redévelopper les champignons, qui va permettre une minéralisation meilleure au niveau du sol, par des forces endogènes et non pas par des intrants qu'on va rapporter et qui vont tout tuer. D'autre part, les arbres sont aussi le prétexte à faire de l'ombre à des cultures. C'est quelque chose qui existe aussi en Tunisie, je crois, dans certains hados, je sais qu'il y a des cultures en dessous des palmeraies. L'idée d'une agriculture à 3 niveaux, c'est-à-dire une culture de long terme avec les arbres, une culture de moyen terme et de court terme avec les arbustes et les plantes les légumineuses par exemple qu'on va cultiver au sol, ou bien le fourrage pour le bétail. C'est quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle la polyculture, c'est-à-dire c'est une forme d'entraide entre les végétaux qu'on va cultiver en réalité. Et cette agriculture-là est vraiment extrêmement précieuse. Elle n'est pas développée qu'à Cuba, elle est possible dans tous les pays, mais avec des arbres. Bon, à Cuba, c'est pas des palmiers, c'est des avocatiers qui sont les arbres, et puis vous avez des bananiers, des goyaviers qui sont cultivés en termes d'arbustes en dessous. Enfin bref, il y a toute une série de possibilités qui permettent d'augmenter la production en fait de ces surfaces de façon écologique. Autre élément qui me paraît important de souligner, là c'est peut-être un ordre chronologique, mais en même temps ça souligne tous les aspects de ce qu'on appelle l'agroécologie cubaine, c'est la question des semences. Puisque vous savez que c'est la deuxième jambe de l'agroécologie. La souveraineté alimentaire ne peut se faire que quand on produit les variétés qui sont existantes, les variétés endémiques qui sont normalement les plus adaptées
au climat cubain, au sol cubain, et y compris à l'intérieur de ce territoire, vous avez une diversité de sols et de climats qui implique qu'on recherche encore aujourd'hui, c'est le but de l'agronomie cubaine, les meilleures variétés de semences pour les meilleurs sols. Et dans ce cadre, vous sentez tout de suite l'intérêt d'avoir un pays qui est soustrait en fait à la mainmise de l'agrobusiness, de Monsanto et de tous ceux qui élaborent le catalogue hors duquel on ne peut pas utiliser les semences. Ici, il n'y a plus de catalogue puisqu'on est dans un pays qui est sous blocus et qui a la liberté au moins d'utiliser les semences qu'il souhaite. Et normalement, les semences endémiques sont les plus efficaces pour quand on veut passer à la polyculture et qu'on fait une rupture avec la monoculture de canne à sucre qui était immense à Cuba avant les années 90. Vous avez quelqu'un donc il y a des agronomes qui sont renommés, hein, il y a donc ici c'est ce que j'ai indiqué, un agronome qui s'appelle Humberto Ríos Labrada qui a reçu l'équivalent de ce qu'on appelle le prix Nobel vert, qui a été décerné aux États-Unis, donc il n'a pas eu le visa, il n'a pas pu aller chercher son prix, mais il l'a eu quand même. Et son prix, il l'a obtenu grâce à cette politique qu'il a menée au sein de la paysannerie cubaine pour, disons, l'édification d'un nouveau catalogue local de semences de plus en plus riches et qui permettent de répondre à toutes les questions environnementales et agricoles à Cuba. Dernier élément sur les chiffres, qui peut paraître anecdotique, mais c'est important de souligner qu'en 2014, on remarque dans la presse internationale que le miel cubain est le plus productif du monde. C'est pas étonnant, vous savez que les abeilles sont des insectes, donc elles sont soumises aussi aux mêmes pesticides dans les pays où on utilise l'agriculture intensive que les autres. Donc évidemment, les populations d'abeilles qui pollinisent déclinent dans la plupart des pays à l'échelle internationale. Cuba est l'un des seuls pays où les populations d'abeilles se redéveloppent et on obtient une production on obtient près du double par ruche, hein, on a 45 kg de miel par ruche en moyenne, ce qui est près du double de ce qu'on produit par exemple en France. Tout ça pour vous montrer que ces succès ne sont pas uniquement des effets d'annonce, c'est réellement des succès dans le sens où on arrive à montrer que la population bénéficie vraiment de cette nouvelle politique agroécologique à Cuba et que ça doit avoir des raisons qui ont forcément une dimension non seulement scientifique mais aussi une dimension, je dirais, politique et économique sur lesquelles je vais revenir. Alors par rapport à la période, la période qui a précédé la disparition de l'Union soviétique, je vais rappeler 3 points qui me semblent importants pour réfléchir sur pourquoi ça a marché depuis les années 90. Le premier point, c'est que dans le système, dans la révolution cubaine, vous avez eu une collectivisation des terres, vous connaissez peut-être ces termes-là, c'est une réforme agraire dans laquelle, en réalité, comme en Union soviétique au début, dans la première partie du XXe siècle, on a eu 2 systèmes agricoles en URSS, c'était un peu la même chose à Cuba, c'est-à-dire qu'on avait des grandes fermes d'État, qui sont l'équivalent de ce qu'on appelait des sovkhozes en URSS, et qui sont presque, le statut du paysan est presque celui d'un fonctionnaire d'État. C'est très clairement le modèle qui permettait l'agriculture à grande échelle, de la canne à sucre pour l'exemple cubain. Et vous avez un autre secteur qui est équivalent à ce qu'on appelait en URSS les kolkhozes, c'est-à-dire des coopératives, un collectif de travailleurs plus ou moins important, mais qui travaillent ensemble sous la forme de l'usufruit gratuit de la part de l'État. L'État, après avoir exproprié, disons, les propriétaires terriens, l'État est propriétaire du sol à Cuba. Donc il est capable de faire ce qu'il veut à peu près avec. Il peut prêter gratuitement le sol à des collectifs de travailleurs. C'est l'idée d'une coopérative. Donc gratuitement, il n'y a pas de loyer. Il y a des moyens techniques qui sont donnés à ces travailleurs pour qu'ils puissent justement appliquer telle ou telle méthode. Et qui donc produisent peut-être d'une autre façon ou d'autres cultures que la culture de la canne à sucre qui est pratiquée par les grandes fermes d'État. Ce secteur-là était assez minoritaire à Cuba dans les années 60, 70, 80, mais il a toujours existé. Et il faut savoir que sur la base de ces coopératives qui existaient encore, la polyculture et la diversification alimentaire étaient déjà un souci de Cuba. D'ailleurs, si on regarde, alors je ne sais pas si
Hop. Voilà. Le graphique ici me semble intéressant dans le sens où vous voyez d'abord, la première chose qu'on voit ici, c'est l'effondrement de la production agricole au moment des années donc 90, après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais à l'intérieur de cette production, vous voyez que la partie grise, c'est la partie canne à sucre, hein, c'est la partie monoculture intensive, qui n'a cessé de baisser depuis les années 90. Et vous voyez l'augmentation de la diversification des cultures, dans le sens où le principe premier de l'agriculture cubaine n'est plus d'exporter des quantités considérables de canne à sucre en échange d'aliments pour nourrir la population, mais d'assurer une sécurité, une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de produire pour soi-même, hein, d'arrêter les exportations. Du fait du blocus, de toute façon, c'est l'obligation pour Cuba d'essayer de diversifier son agriculture. Or, cette diversification, vous voyez se développer à partir des années 90, elle existait quand même déjà depuis les années 70. C'est-à-dire qu'à Cuba, même s'il y avait une agriculture intensive, calquée sur le modèle soviétique, il y avait quand même un souci d'essayer de développer sur la base des petites coopératives des cultures vivrières qui permettaient de nourrir directement la population. C'est d'ailleurs sur la base de ces petites coopératives que les innovations locales ont été développées à l'échelle du pays à partir des années 90. Ces paysans-là ont été très utiles aux agronomes du pays pour essayer d'appliquer ça à plus grande échelle quand c'était nécessaire. Deuxième aspect, qui est un aspect plus, je dirais, plus politique, il faut se rappeler qu'à partir même de 1959, dans les premières années jusqu'à 61, vous avez un ministre de la production industrielle de l'époque qui est mort il y a exactement 50 ans, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, qui s'appelait Che Guevara, et qui en tant que ministre s'adressait à l'époque du mouvement des non-alignés, hein, dans les débuts des années 60, les pays qui étaient sous le coup de l'impérialisme occidental, que ce soit européen ou états-unien, se posaient des questions sur l'indépendance nationale de ces pays. Cuba faisait partie de ce mouvement et en même temps s'adressait à l'Union soviétique en disant deux choses. Ça, c'était en 1960. Il disait que le partenariat avec l'URSS était une condition préalable à l'indépendance nationale. Ça n'est pas le but, la perspective totale, mais c'est un point d'appui important pour développer le pays et donc passer à une étape où on a les moyens de sa sécurité industrielle, énergétique, alimentaire. Et que deuxièmement, il s'adressait aux soviétiques en leur disant « Si vous voulez nous aider, nous les pays non alignés, nous les pays qui sommes sous le coup de l'impérialisme, il faut que ça ait un coût pour vous aussi, il faut que ça vous coûte. Vous ne pouvez pas simplement diviser le travail en disant « Vous allez produire la canne à sucre, vous allez produire le caoutchouc, etc. » Il faut garantir, il faut que ce partenariat se traduise aussi par une aide dans le sens de la diversification et de l'indépendance nationale de l'ensemble de ces pays, y compris Cuba. Donc le problème de l'écologie, de la protection de l'environnement, ce qu'ils appellent eux les richesses nationales, parce que le sol est la première des richesses en réalité dans un pays, c'est celui qui permet d'alimenter tout le monde. Donc dans ce souci-là, l'environnement a été un souci de la politique cubaine dès le départ, et malgré l'application d'un modèle soviétique intensif, qui lui-même, je le rappelle peut-être pour répondre à vos questions, le modèle soviétique lui-même n'était pas spontanément celui d'une agriculture intensive. Il faut le savoir, l'agriculture intensive a eu un certain retard en URSS et a commencé à partir des années Khrouchtchev en réalité. Avant, c'était un tout autre modèle, on pourra parler d'agronomie soviétique, mais enfin c'est un autre sujet. Donc c'était en fait une agriculture intensive soviétique qui était elle-même calquée sur l'agriculture intensive américaine. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le côté historique, simplement vous rappeler aussi un dernier élément sur la période qui a précédé la période spéciale et qui me paraît fondamental quand on parle d'agroécologie. Pour développer l'agroécologie, il faut c'est quelque chose de plus complexe, c'est quelque chose qui représente un effort particulier pour un pays. Je disais tout à l'heure, quand un paysan passe d'une agriculture intensive très passive, où il va ramener des intrants, très passivement, il va balancer ça dans son champ, et puis il va attendre que ça pousse et il va récolter, finalement ça ne demande pas beaucoup de capacité au paysan lui-même. Il applique des méthodes très simples. Si vous lui dites qu'il faut passer au modèle agroécologique, il va devoir être lui-même l'ingénieur agronome de son propre sol. Il va devoir savoir quel est son sol,
qu'est-ce qu'il faudrait cultiver dessus, qu'est-ce qui serait mieux, sur la durée, comment ça va évoluer, etc. Donc ça demande en fait, du point de vue des paysans eux-mêmes, des travailleurs du sol, parce que vous avez vu tout à l'heure que même les citadins deviennent des travailleurs du sol, un certain niveau scolaire. Donc ce niveau scolaire, je ne dis pas qu'il est forcément bas dans les pays qui ne sont pas des pays occidentaux, mais le système scolaire cubain permet justement, en ayant lutté suffisamment contre l'analphabétisme, il permet à tous les paysans d'avoir une certaine capacité à assimiler les principes de l'agroécologie. Et c'est l'une des raisons du succès. C'est très abstrait, ça peut paraître abstrait, ça n'est pas de l'argent, mais c'est un modèle, le modèle éducatif, qui provient directement de l'enrichissement de Cuba pendant toutes ces années jusque dans la période spéciale. C'est-à-dire que l'agriculture intensive et le développement grâce aux partenaires soviétiques de 59 jusqu'à 90 a eu évidemment un effet néfaste sur l'environnement cubain. C'est un recul de ce point de vue-là, politiquement. Mais